Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle du tutoiement. Bah oui, le tutoiement dans les annonces, de plus en plus fréquent. Cela veut dire quoi? Phénomène sociologique, on en parle avec Alexandre Jude. Il est économiste chez Hiring Lab, chez Indeed. Il est notre invité. Smart et réglo, comment concilier télétravail et code du travail? Est-ce que le code du travail d'ailleurs est adapté à cette configuration? On en parlera avec Émilie Méridjen, elle est associée en droit du travail chez Écrit Valentin Zerouk. Elle sera notre invitée dans cette rubrique. Le cercle RH, on fait du sport, on parle de la reconversion des rugbyman professionnels. C'est un sujet fondamental, vrai d'ailleurs pour tous les sportifs de haut niveau. On fera le point, comment faire, comment les accompagner. Une formation leur est proposée justement pour quitter le ballon ovale pour devenir chef d'entreprise par exemple. On en parlera avec nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, hémorragie RH dans le secteur bancaire. C'est vrai que les banques, paradoxalement, ont beaucoup de mal à recruter. On fera le point avec Frédéric Hatsadourian, il est manager de la division banque assurance chez Robert Walters. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Et tiens, si je tutoyais tous mes invités, si tout d'un coup je faisais une émission en tutoyant tout le monde, vous vous demanderiez mais qu'est-ce qui lui prend? Et ça se fait de plus en plus. Vous qui fréquentez bien les annonces, qui allez voir les job boards, on tutoie, on vous parle directement comme si vous étiez un ami. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle avec Alexandre Jude. Est-ce que je prononce bien? C'est ça, oui. Alexandre Jude, économiste Hiring Lab chez Indeed. On a quelques chiffres. D'abord, sur le phénomène sociologique. Vous qui aiguillonnez chez Indeed en demandant aux entreprises de mettre le salaire, vous poussez, vous, chez Indeed, au tutoiement ou c'est venu comme ça? Alors, pas forcément. C'est quelque chose qu'on a surtout constaté sur la dernière année. On a vu quasiment un doublement de la part d'offres qui utilisaient le tutoiement dans l'ensemble des annonces. Comment vous l'expliquez? C'est quoi ce phénomène? C'est la convivialité? C'est d'abord, je pense, un phénomène sectoriel, puisque ça concerne beaucoup plus de secteurs que d'autres. Par exemple, le marketing, les médias, la communication. Dans ces secteurs-là, on tutoie dans les offres à plus de 10%. L'informatique aussi. C'est probablement une stratégie de la part des recruteurs pour faire en sorte que... T'es déjà chez nous. Voilà. T'es déjà chez nous, en fait. Voilà. Te prends pas la tête. C'est vrai qu'on tutoie beaucoup en entreprise. Faut pas se voiler la face là-dessus. C'est quand même un phénomène qui est assez répandu. C'est normal, d'ailleurs, voilà. J'ai envie de dire. Mais tant qu'on n'est pas dans l'entreprise, tant qu'on est toujours en amont, on va dire, du processus de recrutement, on a plutôt encore tendance à vous voyer. Il faut relativiser parce que si on regarde l'ensemble des offres, le tutoiement, ça reste encore autour de 3%. 3%. On a quelques chiffres quand même, parce qu'on voit, vous l'avez dit, plus 91% d'augmentation d'annonces employant le tutoiement depuis janvier 2020. Et puis dans la liste, on a essayé de faire une liste, alors c'était un poème à l'après-vert, c'est le tutoiement dans les offres d'emploi. On va le découvrir, 10,3 pour le marketing. Étonnamment, c'est le marketing. On découvre que le sport, l'activité sportive, c'est plutôt l'endroit où on tutoie le plus facilement. Dans un club de sport, on se tutoie tout de suite. Là, c'est 7%. 6% dans les ventes et prospections commerciales. Management, 4,4. Et administration, système et réseau, 4,4. Au-delà de cette liste où on voit que certains secteurs sont plus en pointe, pourquoi, par exemple, le marketing fait partie de ceux qui sont en tête de liste du tutoiement? C'est quoi? C'est l'esprit fun? C'est l'esprit start-up? Ça nous dit ça aussi, non? C'est ça, oui. C'est, je pense, une question d'image d'abord. Un certain nombre d'entreprises essayent de jouer la carte de la proximité pour attirer les candidats. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu naître avec l'esprit start-up, le fait d'essayer de rendre l'organisation de l'entreprise plus horizontale pour essayer d'estomper un peu l'aspect hiérarchique. Et Alexandre, plus génération Z. Génération un peu de Z ça aussi, voilà. L'un des effets, on va dire, indésirables peut-être aussi de ce tutoiement, c'est d'exclure une partie des candidats potentiels. Les fameux seniors. Voilà, les seniors.
C'est un peu gênant, ça. Voilà, ce qui pose problème quand on essaye de repousser l'âge de départ à la retraite. Mais d'ailleurs, je trouve que, enfin, et encore une fois, j'ai pas de jugement à porter, mais catégoriser en pensant que la génération Z préfère être tutoyée alors que celui qui a plus de 50 ans préfère être vouvoyé, je suis pas certain que les jeunes apprécient énormément qu'on les tutoie immédiatement. Enfin, je me pose la question, est-ce que vous la posez aussi? Quand on regarde les enquêtes, les jeunes et les seniors sont ceux qui sont en général les plus rétifs, on va dire, à être tutoyés, à 60-70%. C'est un irrespect des deux côtés, en fait. C'est pas forcément une bonne stratégie de la part des entreprises. C'est-à-dire que c'est vrai que sur un certain nombre de secteurs, l'usage du tutoiement va pouvoir rapporter plus de clics, c'est vrai, mais il n'y a pas forcément plus de diversité en termes je suis de d'accord. candidats. Voilà. Donc il vaut peut-être mieux avoir un peu moins de candidats, mais plus de choix en termes de diversité. Jouer plus la carte de la diversité, de la qualité du choix, et un peu moins la carte de la quantité, du volume de clics. Non, mais des deux côtés, le jeune qui entre en carrière se dit on me méprise parce qu'on me tutoie, on me prend pour un jeune, donc on ne me prend pas au sérieux, il y a de ça. Oui. Puis le senior, lui aussi, ressent une forme de mépris puisqu'on ne tient pas compte de son parcours professionnel et de ce qu'il représente dans la société. Exactement. C'est un peu une stratégie perdante, non? Je dirais pas ça, parce qu'encore une fois, quand on regarde En les clic, chiffres, on a. sur les offres qui utilisent le tutoiement, il y a plus de clics. Donc, ça vient aussi probablement du fait que les entreprises qui utilisent le tutoiement sont aussi des entreprises qui ont une marque assez forte, qui sont sûres d'elles, C'est ça. qui ont tendance aussi à attirer un certain nombre de candidats. Mais ça permet de dire aussi que le tutoiement n'est pas la seule possibilité pour jouer la carte de la proximité. Il y a aussi la question des valeurs, la question du projet d'entreprise. On peut aussi toucher les gens sans essayer de jouer cette carte de proximité, je suis d'accord, même presque de promiscuité, en utilisant tout de suite le tutoiement dès le stade de l'annonce, avant même l'entretien d'embauche. Donc il faut être bien installé, avoir des valeurs fortes et solides sur les sujets climat, environnement, sens au travail, pour oser franchir la barre du tutoiement. C'est ce que vous nous dites. Sinon, on est un peu ridicule. C'est ce que beaucoup d'entreprises font. Voilà. Après, il y a encore énormément d'entreprises, par exemple, qui ne publient pas les salaires, qui n'ont pas forcément... Mais qui tutoient quand même. Il y en a, C'est ça. qui ne publient pas les salaires, qui n'ont pas, on va dire, de stratégie de marque employeur, qui n'ont pas forcément de politique ESG à développer, qui ne mettent pas, par exemple, en avant dans leur marque employeur la diversité des profils qui sont au sein de l'entreprise, qui ne les mettent pas en avant, qui ne communiquent pas dessus. Donc il y a énormément de choses à faire avant d'essayer de jouer cette carte de proximité un peu facile du tutoiement. Donc le tutoiement, ça ne suffit pas. Voilà, c'est bien, ça peut être bien, mais il faut quand même quelques autres outils pour pouvoir être vraiment incarner une marque employeur. Le tutoiement ne suffit pas. Merci Alexandre d'être venu nous rendre visite. Alexandre Jude, économiste Hiring Lab chez Indeed, qui observe évidemment toute la sociologie à travers tous vos data, la sociologie, les évolutions de comportement finalement des employeurs et des recruteurs. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit, bah oui, le droit est essentiel. Chaque semaine, Smart et Réglo. On va parler d'un sujet alors dont on parle beaucoup sur ce plateau, le télétravail et le code du travail. Est-ce que les deux sont adaptés? Est-ce que le code du travail est encore adapté aux configurations du télétravail? On en parle avec une avocate dans Smart et Réglo. Smart et Réglo pour parler de télétravail. Voilà que le sujet commence à avoir un peu de jurisprudence, un peu de recul. Quels sont les conflits, les difficultés? Et est-ce que le Code du travail est toujours adapté ou est tout simplement adapté à cette nouvelle configuration du travail? Émilie Méridjen est avec nous. Elle va tout nous expliquer. Ravi de vous accueillir. Associée en droit du travail chez Secri Valentin Zerouk. Je crois l'avoir bien prononcé. Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'au-delà du cadre légal, il y a une petite jurisprudence. Les avocats sont confrontés à des conflits entre un employeur et un collaborateur en télétravail. D'un point de vue très théorique, le Code du travail est-il adapté au télétravail? On peut répondre assez simplement que non. 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 Est-ce que le cadre Ça n'a pas été pensé pour, ça n'a pas évolué depuis la montée en puissance du télétravail et clairement, il y a des vides juridiques, des zones d'ombre, des inadéquations. Si on prend ne serait-ce que la définition du temps de travail effectif, qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans avoir la possibilité de vaquer à ses obligations personnelles, est-ce que ça a du sens à son domicile alors qu'il est vraisemblablement avec ses enfants et son conjoint à proximité? Ça n'a aucun sens. Et là, on est sur
l'essence du droit du travail. Justement, revenons-en. Ce collaborateur dit, grâce au télétravail, je peux avoir un cadre de vie qui me permet de chercher mon enfant à l'école à 16h30. En effet, il le fait. Est-ce qu'il a le droit, déjà, selon le Code du travail ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question puisque ça va dépendre des organisations du temps de travail applicables dans les différentes entreprises et de la situation particulière d'un salarié. Mais clairement, cette flexibilité n'est pas prévue par le Code du travail. Aujourd'hui, on n'a, alors pas encore de jurisprudence à proprement parler dans le sens où ça met du temps avant que la Cour de cassation ne vienne se prononcer sur ce genre de choses. En revanche, notre quotidien, c'est de gérer des situations où l'employeur nous dit, voilà, le salarié veut de la flexibilité, on est d'accord pour la lui offrir, mais comment on l'arrange juridiquement ? Comment on l'encadre ? Exactement. Et on ne sait pas faire de manière 100% sécurisée. Juste pour terminer ce volet, parce qu'après, il y a les frais de déplacement domicile-travail, il y a toutes ces petites choses de la vie quotidienne, mais cette personne va chercher son enfant à l'école, a un accident de voiture. Il est quoi ? Il est sur son lieu. Il est considéré comme accidenté du travail ? Alors, si on peut démontrer qu'il va chercher son enfant à l'école et que ça n'a pas de rapport avec son travail, a priori, ce ne sera pas considéré comme un accident du travail. En revanche, il y a des situations totalement saugrenues. J'ai vu passer une jurisprudence en Allemagne. Alors, ce n'est pas la France, mais on a quand même des systèmes juridiques qui sont relativement proches, où un accident du travail a été reconnu entre le lit et le bureau du collaborateur, où il a chuté et où ça a été reconnu comme un accident du travail. C'est surréaliste. C'est totalement surréaliste. C'est d'autant plus surréaliste que l'employeur, on le sait et on l'assume, en tant qu'employeur, a une obligation de prévention et de sécurité de la santé de ses salariés. Donc ça, c'est tout à fait normal et c'est fondamental. Comment l'exercer quand on ne connaît pas le domicile des gens, quand on n'a pas le droit d'y pénétrer ? C'est extrêmement difficile. Dernier cas, parce que ça, c'est un cas, à mon avis, de tension très forte. Le manager va quitter son poste à 19h, 19h30, pour celui qui est le plus consciencieux. Mais sauf que le collaborateur en télétravail, lui, il a décalé son temps de travail. Et il a fait son travail de 19h à 22h30. Il appelle le manager. Comment on fait là ? Ça pose des soucis, d'abord parce que 22h30, c'est du travail de nuit. Donc il y a une législation particulière qui est susceptible de s'appliquer. Parce que s'il recommence à 7h du matin, il n'aura pas eu son temps de repos obligatoire. Donc tout ça, ça doit s'encadrer au mieux dans une charte ou un accord collectif qui va venir donner un peu de souplesse. Mais cette souplesse, on la provoque, nous les praticiens, pour essayer de faire bouger le droit. Parce que sinon, on arrive à des situations absurdes. Le contrôle du temps de travail, on l'a évoqué. Les frais de déplacement domicile-travail, ça c'est un sujet de tension. C'est un sujet de tension qui a été tranché. Alors, certains employeurs étaient quand même très chagrins par rapport à la décision qui a été rendue, puisque la Cour de cassation a estimé que même si c'était le choix du collaborateur de s'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail, l'employeur restait tenu de de rembourser la moitié des abonnements de transport public pour se rendre du lieu de travail, donc ça peut être Marseille, jusqu'à Paris, jusqu'au lieu de travail. Donc, du lieu de domicile, jusqu'au lieu de travail. Ce monsieur est parti habiter à Marseille. Oui. Son employeur est à Paris, donc on lui paie le train, la moitié de son train est remboursée. Alors de l'abonnement. De l'abonnement. Voilà, mais ça coûte très cher. Très cher. Exactement. Et donc ça, l'employeur doit Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, ça. Même s'il a été pris de court par un salarié qui lui a dit je m'en vais. Exactement. Ça amène à d'autres réflexions qui sont comment peut-on limiter quelque part en amont le périmètre géographique dans lequel les salariés peuvent s'installer, résider. Au-delà de 100 km, vous paierez votre abonnement. Alors, non, mais au-delà de 100 km, vous ne pourrez pas être en télétravail. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a un principe, une liberté fondamentale qui est celle de choisir son lieu de résidence. En revanche, si l'employeur a des raisons objectives et proportionnées de restreindre parce que, par exemple, il faut que le salarié puisse revenir en moins d'une heure en cas de besoin sur son lieu de travail, ça peut être une manière d'échapper à ce type de difficultés. Les tickets restaurants, on fait un peu une liste à la prévère, mais c'est important, c'est tout ce qui est lié à la vie quotidienne d'un salarié sur son lieu de travail, ça c'est prévu par le code. Oui. Mais là, en télétravail, il y avait une bataille sur... Il y a toujours une bataille. Elle n'est pas réglée. Non, entre Paris et Nanterre, les deux principales juridictions du tribunal judiciaire, avec deux principes juridiques qui s'opposent en quelque sorte. L'un qui est l'égalité de droit entre un salarié en télétravail et un salarié... Ça, c'est la base du droit du travail. Exactement, qui fait dire à l'une des juridictions, il n'y a pas de raison, donc les collaborateurs en télétravail ou non doivent avoir droit à des tickets restaurants. Et l'autre logique qui s'entend également, qui est de dire le fondement du titre restaurant, c'est de couvrir le surplus de dépenses liées au fait de déjeuner à l'extérieur de son domicile. Quand on est chez soi... Il n'y a pas de surplus. Donc voilà ces deux logiques. On attend qu'il y ait une décision qui soit rendue par la Cour suprême. Donc au moment où on se parle, les collaborateurs en télétravail reçoivent quoi ? Ils ont toujours leur carte abondée de... Ça dépend des employeurs. Ça dépend. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, oui.
Ils remplissent la carte ou pas. Ouais. Alors en général, il y a quand même un échange avec les collaborateurs pour les prévenir et parfois des accords d'entreprise, mais on n'est pas à l'abri que cette pratique qui consiste à proratiser en quelque sorte ne soit remise en cause. Et avant de nous quitter, qui est le sujet peut-être le plus fondamental, c'est la relation de surveillance du salarié. Concrètement, comment on fait là ? Alors là aussi c'est compliqué puisqu'on a un principe absolu qui est le respect de la vie privée. Alors quand je dis absolu, c'est pas totalement exact. On a la possibilité d'apporter des atteintes qui soient encore une fois justifiées, proportionnées, mais la CNIL, notamment, est garante du fait que ces atteintes ne soient pas disproportionnées, comme par exemple le fait d'avoir une caméra, comme c'est le cas aujourd'hui, en permanence se braquer sur un collaborateur à son domicile, c'est évidemment interdit. Le fait de traquer les mouvements du clavier pour s'assurer qu'il est bien en train de travailler et pas en train de faire à manger, c'est aussi interdit. Donc tout ça est une question de dialogue social dans les entreprises, d'intelligence collective pour trouver le point d'équilibre. Et puis de conscience professionnelle de part et d'autre. Oui, et ça, d'expérience, alors évidemment, on ne peut pas en tirer des généralités, mais on se rend compte que ça fonctionne bien et que c'est du gagnant-gagnant, le télétravail, les collaborateurs comme les employeurs en sont satisfaits. Merci Émilie Mérigel. Avec plaisir Arnaud. S'écrit Valentin Zerouk. C'est ça. Votre cabinet. Merci de nous avoir éclairé parce que c'est plein de sujets qui sont toujours en attente, là, qui vont arriver en cours de casse et qui vont vous aider ensuite à accompagner vos clients. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Ça, c'est un sujet qui intéresse aussi les avocats, d'ailleurs, les reconversions professionnelles, notamment dans le sport de haut niveau. On va parler du rugby, notamment des rugbyman qui passent du ballon ovale à une autre activité. Et souvent, c'est un peu le grand vide, c'est la petite mort, comme on l'appelle. Comment faire pour les accompagner, comment faire pour les aider à devenir entrepreneurs audacieux, peut-être. On en parle dans le Cercle RH, c'est un débat et c'est juste après la pause. Le Cercle RH est un débat aujourd'hui pour parler de la reconversion, mais pas n'importe quelle reconversion, la reconversion des sportifs de haut niveau et en particulier des rugbyman. Alors tous ceux que vous aimez, vous voyez sur les stades, ces dieux du stade, un jour la carrière s'arrête. Parfois ils se blessent d'ailleurs avant même que la carrière s'arrête et il faut penser à après. Qu'est-ce que je vais faire ? Et quand on est un sportif de haut niveau, on pense à son sport et on n'a pas toujours le temps de se dire tiens, quel métier je ferais bien ? Et on en parle justement sur ce plateau. Mathieu Gudicelli, merci d'être avec nous. Je commence par vous, directeur général de Proval. Alors à la largeur de vos épaules, on comprend que vous venez du rugby et à votre sourire aussi, parce que c'est un sport vivant. Vous avez été un sportif de haut niveau, rugbyman professionnel, et on va en parler avec vous parce que Proval aussi travaille à cet accompagnement des sportifs et des rugbyman. Et puis à vos côtés, Stéphane Dubreuil. Bonjour Stéphane, je ne sais pas si vous pratiquez le rugby. Pas tellement, ok, très bien. Directeur de l'exécutive éducation Neoma, avec une formation, et on va en parler, sur mesure. Adaptée pour les rugbyman. D'abord, Mathieu, commençons par vous, parce que quelque part, vous avez réussi votre conversion. Enfin, je ne sais pas si vous considérez que vous l'avez réussi, mais vous avez traversé Pro D2, vous avez failli partir jouer à Bordeaux, si j'ai bien compris, puis ça ne s'est pas fait. Et puis la blessure. Oui, la blessure, ça a été un moment terrible. C'est un risque pour tous les joueurs. Et c'est dans ce sens qu'il faut se préparer aussi à l'après-rugby, parce que comme vous l'avez si bien dit, un jour ça va s'arrêter. Et il y a une vie après le rugby, donc il faut s'y préparer. C'est dans ce sens qu'on s'est rapproché de Neoma pour construire ce parcours. Juste un petit mot sur vous, sur votre intérieur. On pense à ce qu'on va faire plus tard, ou on est tellement engagé dans la gestion de ses contrats, son agent, changer de club, gagner des matchs, parce que chaque match est un combat. On n'a pas le temps d'y penser. Enfin, vos collègues ont très peu le temps d'y penser à ça. Oui, on a peu le temps. C'est vrai qu'on a peu le temps. Après, c'est aussi notre rôle à nous. C'est-à-dire, il faut sensibiliser les joueurs à l'importance de cette après-carrière. Se dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et qu'il faut s'y préparer. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. Il y a la pression des contrats, il y a la pression du résultat, la pression des coachs aussi. Et c'est pas évident, mais je pense aussi que se préparer à l'après et à toute éventualité, ça permet aussi de décompresser, de sortir de cette pression-là aussi. Ouais, c'est vrai, de se dire j'ai aussi à un moment donné une petite porte et qui me permet de penser aussi à l'après. Stéphane, Neoma, une formation adaptée, juste comment ça naît tout ça ? Vous vous rencontrez, vous dites, on fait des formations, Neoma propose des formations, des étudiants accompagnés, mais pourquoi avoir centré le sujet sur cette question du rugby ? Finalement, j'ai eu un peu les mêmes questions que vous. On s'est rencontrés avec Mathieu, c'était une bonne période, c'était le Covid.
On avait le temps. Donc nous, notre activité avait cessé, donc on avait le temps un peu de réfléchir à un programme. Et finalement, c'était toutes les spécificités du sportif. Donc un sportif, ça s'entraîne tous les jours, donc ça ne peut pas venir à l'école, ça ne peut pas suivre une formation au quotidien. Et puis après, avec Mathieu, on s'est dit, mais quelles sont leurs passions aussi? L'idée, c'est que préparer à l'après-carrière, c'est quand même des passionnés, c'est des sportifs. On s'est dit, ça doit être un peu la philosophie, la ligne conductrice. Et des valeurs, autorisez-moi. Et des valeurs. Parce qu'on va parler des valeurs du rugby. On en parlera des valeurs, ouais. Ouais. Et puis, on s'est dit, ils adorent un peu l'immobilier, la gestion de leur patrimoine. Donc, on va leur construire en fait une expertise dans le domaine. Et voilà, on est parti comme ça d'une rencontre, d'un échange pendant la période du Covid. Juste quelques mots quand même. On a fait quelques petits tableaux pour être le moins fastidieux possible. D'abord sur les minima salariaux dans le rugby professionnel, parce que c'est un sport professionnel. Donc on est dans le top 14, qui est la Ligue 1 dans le rugby, à 42 000 euros brut annuels. Donc on est très très loin quand même des salaires du football. On est d'accord ? Oui, on est très loin, oui, c'est sûr. Bon, après, ces chiffres-là ne sont pas vraiment représentatifs parce que le salaire moyen aujourd'hui en top 14, il est plus haut quand même. 17 000 euros. Voilà, par mois. Mensuel. Ouais. Donc oui, c'est peu représentatif. Après, effectivement, il y a certains joueurs qui sont à ce niveau de rémunération. Quand on démarre, parce qu'il y a quelques stars, quand évidemment, on démarre, oui. Au Stade Toulousain, Stade Français, Bordeaux-Bègles, où on gagne beaucoup plus. Oui, on va dire que l'évolution des rémunérations sur les 10 dernières années a été quand même assez exponentielle, un peu liée aussi aux droits télé. C'est-à-dire qu'il y a une douzaine d'années, on avait des joueurs entre 7 et 10 000 euros par mois. Là, aujourd'hui, on a des rémunérations qui peuvent atteindre 80, 100 000 euros par mois. Donc, c'est très intéressant et on voit que le rugby a pris le bon chemin aussi. Non, mais je dis pas ça pour qu'on éclaire automatiquement le salaire, mais je dis ça parce que quand on a des gros revenus dans son sport, on pense pas à sa reconversion pareil. Ouais, quand on a démarré le rugby dans les années 70, on gagnait 3 francs 6 sous et 2 copecs, on avait presque un métier à côté. Ça, je suis d'accord avec vous. Par contre aussi, c'est une question d'éducation. Au rugby, on a cette forme d'humilité qui est hyper importante pour nous, de résilience. C'est vrai. On se remet en question et on pense à tous les aspects de la vie. On n'est pas centré uniquement sur l'argent. Sur l'argent, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et les fameuses valeurs. Dans les métiers de reconversion, ça vous intéresse au premier chef, vous avez réfléchi au bascule, il y a 60% qui partent dans le salariat, 20% dans l'auto-entreprise, donc c'est le début de l'aventure entrepreneuriale, 10% en gérant associé indépendant, on n'est peut-être pas loin de l'immobilier, 5% dans des professions libérales et puis 5% dans des franchisés. Vous, quand vous étiez joueur, vous pensiez à quoi? Est-ce que vous avez imaginé la reconversion? Vous n'y avez pensé que le jour où la blessure vous a été imposée? Non, moi, très sincèrement, j'y pensais forcément, mais la blessure m'a fait prendre aussi conscience de beaucoup de choses. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai enclenché mes études. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à se focaliser sur notre carrière sportive, qui est hyper importante pour nous, parce qu'on a fait une multitude de sacrifices pour y arriver, et que donc on veut y rester le plus longtemps possible. Évidemment. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour certains joueurs. J'en ai fait partie, donc je suis aussi un bel exemple. Pour ça que aussi je peux... Ouais, ambassadeur aussi de... Voilà, je suis ambassadeur un peu de cette vie-là, et donc je peux le communiquer aussi à mes pairs. Stéphane Dubreuil, donc cette formation, expliquez-nous un petit peu, executive manager, elle est présentée comme cela. Ouais, enfin, il y a 2 formations en fait. Il y a une formation qui est typiquement manager de l'immobilier, où là on les accompagne sur une expertise immobilière. Et là très clairement dans les débouchés, on est à la 3e promotion déjà aujourd'hui. Quand on regarde les débouchés, c'est quand même plutôt des entrepreneurs. Ils ont tous créé une agence où ils se sont installés dans la promotion. Enfin, des joueurs qui avaient quitté le rugby ou vous les formez déjà en chevauchement à leur carrière? C'est en chevauchement. Léger chevauchement. C'est en chevauchement. Alors on a en fait c'est compliqué, deux populations. On a vraiment les populations qui sont réellement dans leur dernière année. C'est ça. Et donc là clairement. Et là ils y pensent. Ils y pensent très sérieusement et à la fin de la formation, ils se sont mis en route. Tu viens le 3e mi-temps? Non, je vais en cours chez Neoma. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Surtout qu'on leur donne quand même pas mal de boulot. Le diplôme est compliqué à obtenir. Et puis Executive Manager, là, qui est plus un programme, on va dire, de management général. Généraliste. Et celui-là, il nous intéressait parce que là, on a mis en fait ce qu'on appelle un French track et un English track. Donc on a les joueurs en fait étrangers du championnat qui sont aussi dans ce programme qui est complètement délivré en anglais. Génial. Donc Donc aujourd'hui.
On a à peu près, allez, on va dire, actuellement, on a 60 à 70 joueurs en permanence dans nos formations. Mais je reviens aux valeurs, parce que c'est la Ouais. troisième partie. On a des chefs d'entreprise, des DRH qui viennent sur ce plateau, qui parlent beaucoup de valeurs, et qui nous disent, nous, ce qu'on aime, c'est recruter des militaires, parce que porteurs de rigueur, de valeurs, mais aussi des sportifs. Pour les mêmes raisons. Résilience, on est opiniâtre, on est courageux. C'est ça les valeurs du rugby. C'est le courage, c'est la solidarité. Enfin, ça intéresse un employeur, ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que le joueur de rugby et les sportifs aussi, en général, sont très sexy pour les recruteurs. Parce que ce sont des Sexy, leaders. c'est le mot que vous utilisez, vous. Voilà, les sexy. C'est pas faux. Voilà, ils donnent envie, on a envie d'aller vers eux, on a envie de les recruter. Donc non, moi je pense que c'est très important ces valeurs-là. Comme j'ai dit, ce sont des leaders. Ils montrent l'exemple aussi. Il y a une forme de résilience qui est hyper importante. Et puis on peut se projeter avec eux parce que ce sont des gens de confiance. Ils vous parlent un peu de leurs angoisses aussi, parce qu'il y a beaucoup qui... c'est des gens qui se sont investis, qui ont été des champions, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des rugbyman qui ne passent pas forcément à la télé, qui ne sont pas les stars, et qui vous disent, honnêtement, j'ai un peu peur, quoi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ah oui, très clairement. L'angoisse et l'anxiété fait partie aussi du quotidien d'un sportif professionnel, d'un joueur de rugby. Maintenant, moi, j'ai aussi mis en face des outils, des solutions. J'ai créé en 2019 une cellule psychologique qui permet aussi aux joueurs d'être accompagnés s'ils en ressentent le besoin. Mais oui, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pression, c'est pas toujours évident. Et aussi, cette angoisse, cette anxiété de l'après-carrière est très présente. Comment vous vous situez, vous, Proval? Parce qu'il y a beaucoup, même dans le football, de syndicats des joueurs, d'organismes. Comment vous vous situez? Vous êtes l'entreprise passerelle, la structure passerelle. Comment vous définiriez en pitchant votre structure? Non, nous, je pense qu'on touche à tout, on sait tout faire. On a un accompagnement 360 pour nos joueurs. On les accompagne du début de leur carrière à la fin de leur carrière, voire même après leur carrière. Et c'est pas agent non plus? Non, c'est pas agent. Oui. Nous, on représente les joueurs. On est dans leur intérêt à 200% en toutes circonstances. Oui, c'est pour ça que... Voilà. Oui. Je vais pas faire de Je vois bien la parallèle. précision. Vous êtes dans l'intérêt des joueurs. Je vais pas faire de parallèle ou de raccourci, mais non, moi je suis ancien joueur. Aujourd'hui, mon paradigme, c'est que je m'occupe de mes petits frères. Ce sont mes petits frères. Voilà. Est-ce que vous êtes content de votre reconversion? Parce que j'ai l'impression que vous êtes épanoui. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Mais j'ai la chance de faire un métier passion où aussi il faut être passionné parce que c'est pas toujours simple. On est face à des situations qui sont complexes. Et encore une fois, quand on voit un petit frère dans la précarité, ça fait jamais plaisir. Il y a des joueurs dans la précarité. Il y a beaucoup de joueurs dans la précarité. Oui, ça c'est une réalité. Donc il y a les stars qu'on voit évidemment au Stade de France et qui sont évidemment ceux-là sortis du lot. Puis il y a les soutiers, quoi. Il y a 5% de stars et il y a le reste du monde, quoi. Et c'est ceux-là, hein, c'est à ceux-là que vous tendez la main. Voilà, c'est ceux-là. La main sera toujours tendue, on est toujours là pour eux. Et ils peuvent compter sur nous aussi. Juste un mot, parce que sur le niveau scolaire, et encore une fois, les choses ont un peu évolué depuis les années 80, mais les joueurs, quand ils s'investissent dans un sport, globalement, ça arrive fréquemment qu'ils lâchent l'école en première parce qu'il y a un sport-études, parce qu'il y a un club qui achète. Vous le vivez, ça aussi, des joueurs qui vous disent moi j'ai tellement fait mon sport que j'ai pas eu le temps d'ouvrir des livres, quoi. Oui, après Stéphane pourra en témoigner, mais on a la chance quand même d'avoir une base solide avec des joueurs qui ont au moins le bac, voire un bac +2. Ça, c'est important. Donc avec un background intéressant et qui leur permet aussi de pouvoir se projeter sur des formations haut niveau, prestigieuses de qualité, comme celle qu'on a créée avec Neoma. Et ça leur permet de basculer sur un avenir intéressant. Juste, et on va voir des petites photos, je ne sais pas si Nicolas Juchat peut nous les mettre, mais ces petites photos qui sont amusantes parce qu'on a plutôt l'habitude de les voir en short avec des maillots de leur club. Là, évidemment, on a l'impression qu'on est dans une fac américaine et on les voit là, ici, avec Proval. Bon, ça, c'était... remise des diplômes. Remise des diplômes. Ouais. Vous le faites exprès, vous le faites exprès au sens sans me moquer. C'est l'idée d'avoir un uniforme à l'américaine. On remet le diplôme, on change de peau, quoi. C'est très important. Je reviens sur ce que vous disiez. Alors déjà, très clairement, nous, pour entrer dans notre programme, il faut un minimum de bac +2, plus 3 ans d'expérience professionnelle. Donc on s'adresse à une population particulière. Maintenant, on a une vraie réflexion aussi avec Mathieu sur le fait d'aller
cibler Bah les oui. joueurs qui n'ont pas le bac. Et On réfléchira. c'est une question. Hein. Le seul problème, c'est que Neoma est plutôt situé sur du bac plus 4 et du bac plus 5. Oui, c'est pas votre cible, on va dire. C'est pas notre cible, Ouais. forcément. Et après, effectivement, c'est un moment très important pour eux parce qu'ils se sont investis, ce que vous avez dit. Le sport est toujours là. Hein. Ils sont OK dans la préparation de l'après-carrière, mais ils sont encore en club. Donc, c'est un vrai effort. Donc, ce moment-là, pour eux, il était essentiel. Et je pense qu'effectivement, de les mettre dans cette tenue-là. Puis c'est un vrai diplôme, il faut le redire. Hein. Ils en bavent. Hein. C'est Ils clairement ouvrent un les vrai- cahiers et le week-end, ils bossent. Quoi. C'est clairement un vrai diplôme. Et ils font un diplôme, effectivement, qu'on a monté sur mesure pour eux, surtout dans le format distanciel, dans le coaching derrière, parce qu'on les accompagne beaucoup. Mais c'est un diplôme de l'école. Donc à côté, il y a d'autres Donc, ils se étudiants qui n'ont revendent. strictement rien à voir avec nos sportifs de haut niveau. Juste, vous les envoyez à Paris, vos petits frères, là, où ils vont étudier à Toulouse, Montpellier, Castres, Dax, Albi, je ne sais pas. Parce que c'est un choc hein, pour les hommes du Sud, vos petits frères du Sud, là. Non. On leur dit, tiens, tu vas aller au froid à Paris pour étudier un peu. Aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que Neoma et Proval ont été précurseurs Clairement. en la matière en créant un diplôme 100% digitalisé et 100% adapté à l'agenda du sportif. C'est ça, digitaliser, c'est important. De chez lui, il peut bosser ses Ouais. cours. C'est ça. C'est ça. Donc Stéphane, peut-être tu pourras en parler mieux que moi, mais ouais. ça permet aux joueurs de ne pas lâcher et d'être en réussite. Et c'est ça l'enjeu. C'est réussir. Digitaliser, ça veut dire quand même qu'il faut du coaching et de l'accompagnement, C'est parce ça. que c'est pas toujours simple d'être tout seul sur son canapé avec son ordi. C'est hein. exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ils ont cours toutes les semaines et tous les 15 jours, il y a des séances de coaching qui sont du coaching collectif T'en es et où individuel, et c'est dans leur calendrier. Parce qu'effectivement, hein, un joueur, il est aussi très structuré, en fait. Il a ses horaires d'entraînement, il a ses horaires de match. Ben, on a fait la même chose, en fait. Ce qu'il fallait, c'est La que ça soit muscu. dans l'agenda, dans la muscu, etc. Bon, bah, il sait que tous les lundis soirs, il est pris et qu'il doit bosser sur son programme. Oui, ça rentre dans son planning. Ça rentre dans son planning. Et puis derrière, bah, on les materne. Hein. Il y en a qui ont du mal, c'est difficile. Ouais, bien sûr qu'il y en a qui ont du mal. C'est pour ça qu'on a une coordinatrice de programme qui en permanence communique avec eux, qui prennent un peu leur feeling. Et puis bah, derrière, les coachs sont là pour la moindre difficulté. Ce que vous avez dit, c'est c'est angoissant. Pour certains, ils ont quand même quitté leurs études il y a un long moment. On leur demande quand même de faire un mémoire. C'est pas rien. Ouais, c'est un grand saut. Donc il faut réécrire derrière. Donc il y a beaucoup d'angoisse là qui n'est pas liée au sport. Ouais, Il y a beaucoup l'angoisse sur la face, réussite, je vais être capable, sur la- pas Est-ce que capable. je suis capable, voilà. Évidemment. Et on a fait des soutenances C'est la génial. semaine dernière. Je peux vous garantir qu'on a des, je ne vais pas les citer, mais on a des internationaux dans nos programmes. Donc là que vous Génial. voyez vraiment à la télé. Génial. Et je peux vous dire Ils se sont donnés. qu'il y avait énormément de stress sur la soutenance. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus de stress à soutenir leur mémoire que d'aller jouer un match d'une destination. Quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je disais. C'est incroyable. J'avais une personne dans le jury, je lui dis, mais tu vois, il stresse plus devant toi et moi Mais oui. que quand il rentre au Stade de France devant 80 000 joueurs. Évidemment. 80 000 Je vois spectateurs. très Donc très ça- bien, c'est un choc C'est un terrible. choc, absolument. Et vous, je vous vois sourire parce que c'était un peu ça aussi votre objectif. Il y a les petits frères qui galèrent, et puis aussi de dire à vos copains, enfin, ce sport vous l'aimez, tu as une vie après. Tu peux aussi grandir après. Et c'est exactement ça. Hein. Je pense qu'on a tous un parcours de vie. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à construire, ça permet de passer sur un autre niveau, de pouvoir se projeter aussi, de pouvoir évoluer sereinement. Puis d'être fier aussi d'avoir acquis ce diplôme. Voilà, fier et épanoui en tant qu'homme. Et ça, je pense que c'est le plus important. Mathieu, les sports, on l'a vu tout à l'heure passer à l'image, mais les secteurs de reconversion, c'est le sport, parce qu'on comprend bien aussi qu'il y a cette appétence. C'est un domaine que vous connaissez. Le sport, l'hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs, ce qui est assez logique. Après arrive la banque, l'assurance, l'immobilier, vous l'évoquiez, la construction, le bâtiment, les travaux publics. Alors pour ceux qui veulent être maîtres d'œuvre, ceux qui veulent peut-être piloter des projets immobiliers, peut-être, et le commerce, la vente et la grande distrib. Principalement, c'est quoi? C'est le sport quand même qui arrive en tête. C'est l'idée, je vais repartir, moi, gérer une équipe, un club, diriger un club. C'est quoi leur projet? Oui, on a beaucoup de joueurs qui se dirigent vers l'entraînement. Après, les places sont chères. Il n'y a pas non plus 250 postes d'entraîneur. Donc il faut trouver d'autres alternatives. On ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, on va faire un diplôme dans l'immobilier. Si on l'a fait, c'est qu'on a ciblé ça, Ouais. on a fait un screening, on a consulté les joueurs et c'est ressorti. Ça part de la base et vous dites c'est Voilà. plutôt vers là qu'il faut les accompagner. C'est ça.
Donc on a créé ce diplôme-là, on a créé aussi le diplôme Executive Manager qui là est plus sur du management général, donc qui permet là aussi d'avoir diverses vocations dans divers secteurs d'activité. Voilà, c'est plutôt généraliste. Votre boulot, c'est de prendre votre petite mallette et puis d'aller voir les clubs et de leur dire ah, tiens, il y a des diplômes Neoma, vas-y, inscris-toi, tu peux le faire. On a déjà cette promo. C'est ça votre boulot aussi. C'est exactement ça. J'ai la chance, moi, d'avoir des équipes, parce qu'aujourd'hui à Proval, on a 17 salariés. Donc on a des équipes qui sont en permanence sur le terrain, au contact de nos joueurs, et qui forcément diffusent des informations, permet aussi de recueillir les besoins. À quel âge on peut commencer la formation Neoma ? C'est quoi, le 25 ans, 26 ans ? Voilà, avec les contraintes, on a difficilement en dessous de 25. En dessous, ouais, c'est ça. Ouais. Avant, on est en pleine bourre et on est dans son sport quand même. Oui, non, Hors blessure grave. Non, en effet, après maintenant, il y a une population aussi dans les centres de formation qui, elle, est plus jeune, de 18 à 23 ans. Et là, on a aussi un enjeu majeur. Très important. Voilà, parce qu'il y en a certains qui ne passent pas le gap de finir pro. Et eux sont très mal. Voilà, parce qu'ils arrivent à 23 ans, pas de contrat pro. Ils vont dans les filières amateurs. Mais c'est pas la même vie, on va dire. Et si on n'a pas de bagage, ou les parents derrière. C'est une vraie galère. Donc ça, c'est donc une réflexion. Alors, je ne sais pas si c'est Neoma vers lequel vous vous tournerez, mais c'est une réflexion à avoir pour les accompagner en bascule d'alternance, pour peut-être même reprendre des études généralistes pour certains d'entre eux. Oui, c'est tout l'enjeu. Il faut se pencher dessus. C'est aussi une réflexion qu'on doit avoir collégialement avec les autres institutions, que sont la FFR et la LNR, avec qui on travaille beaucoup. La Ligue et la Fédération. Voilà, la Ligue et la Fédération, avec qui on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et je pense que le modèle doit évoluer. Merci à vous d'être venu nous rendre visite, Neoma. La formation, avec 2 formations, on l'a bien entendu, généraliste, executive manager, et une formation spécifique immobilier, avec des promos et des jolis petits chapeaux. Voilà. Ouais, ils sont contents avec cette petite tenue, c'est sympa. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Mathieu Goudicelli, directeur général Proval, avec vos salariés. Vous êtes un chef d'entreprise audacieux et ambitieux. Et merci à Stéphane Dubreuil d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le directeur de l'Executive Education Neoma, avec une réflexion au-delà même de ces Bac+2, Bac+3. Merci, messieurs, de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. On termine avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement avec une hémorragie d'ailleurs dans le secteur bancaire. On va y venir et on en parle avec Frédéric Hatsadourian. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Manager de la division Banque Assurance, donc spécialisé sur ces métiers-là, en particulier au cabinet de recrutement Robert Walters, qu'on aime beaucoup. Il y a eu un article dans le Figaro, c'est une catastrophe, on n'a jamais vu cela, hémorragie de conseillers dans les agences bancaires. Que se passe-t-il ? Alors, déjà, le mot catastrophe, c'est la journaliste du Figaro qui l'a pris, mais elle a globalement raison. On assiste, j'ai envie de dire, depuis la fin du 2e confinement, à une sorte d'hémorragie, effectivement, un turnover très élevé dans les agences bancaires. Mais si on prend la banque dans son ensemble, il faut quand même rappeler que le turnover est de 7%. 2 fois moins que celui qu'on a dans le secteur privé dans son sens large. On a du mal à y rentrer, mais quand on y est, on y reste. On y reste, absolument. Parce que les salaires, parce que d'ailleurs, parlons-en, parce que c'est aussi le guide des salaires qui était venu nous présenter. Oui, qu'on a publié récemment. Récemment. Le secteur bancaire est plutôt bien soigné en termes de rémunération. Alors ça dépend des métiers. Si on parle de la banque de détail et de la banque d'investissement, on peut avoir des écarts assez larges. Mais c'est aussi un secteur, vous venez de le dire, on y reste, parce que c'est un secteur qui forme beaucoup. L'effort de formation, c'est le budget formation sur la masse salariale dans une entreprise, il est de 4%, entre 4 et 4,5, donc supérieur à ce que l'on trouve dans le reste du secteur privé, encore une fois. Néanmoins, j'ai envie comme de vous expliquer très rapidement, vous préciser pourquoi on a des tensions sur le marché de la banque depuis les années 2000. C'est pas depuis 3 ans. Alors depuis 3 ans, c'est une autre histoire. Alors, il faut simplement se rappeler, je vais faire un tout petit rappel historique, très rapidement, que la banque a massivement recruté dans les années 70 et 80 pour une raison qui est très simple. C'est qu'en fin des années 60, il y a une loi qui s'appelait la loi Debré-Abrère. Tout le monde devait un compte. Voilà, absolument. Mais il fallait simplement que les banques pouvaient recouvrer leur rôle de financeur de l'économie. Donc prêter leur bilan. Voilà. Et pour prêter son bilan, pour prêter tout court, il faut avoir de l'argent. Donc des dépôts. Et les dépôts, on les trouve où ? On les trouve dans les agences bancaires. Donc simplement un chiffre qui est assez parlant. Le parc d'agences bancaires a été multiplié par 4 entre 70 et 80.
Et là, on est en train de... Et là, on recrute. Eh oui. À cette époque, massivement. Et si on fait un petit calcul, et c'est un sujet d'actualité, on en parle juste à côté d'ailleurs, la plupart de ces gens-là partent ou sont partis en retraite. Donc il y a eu effectivement une tension sur le marché de l'emploi, besoin de compétences dans les métiers de la clientèle, du front office, comme on dit dans le jargon, donc la clientèle de particuliers, vous et moi, clientèle des professionnels, des entreprises. Sauf que là, on est dans un phénomène inverse. On numérise, on gère sa banque à distance, et les grandes banques commencent pour certaines à réduire leur nombre d'agences. Vous avez complètement raison. Il y a le parc d'agences se réduit chaque année, on va dire depuis une petite dizaine d'années, avec l'avènement du numérique, de la banque digitale. En même temps, on peut dire que la banque aujourd'hui est un secteur qui détruit quand même des emplois puisqu'on a une perte globalement de 1% des effectifs dans le secteur bancaire depuis 10 ans. Mais parce qu'il y avait peut-être une surcharge au sein des banques. Alors une surcharge, c'est simplement la transformation numérique. Et effectivement, il y a beaucoup de départs en retraite qui n'ont pas été remplacés. Et aussi l'apparition de nouvelles compétences. Donc quand on parle de tension sur le marché de la banque, il y a effectivement sur la partie commerciale, on va y revenir, vous avez commencé par ça tout à l'heure, mais aussi sur tous ces nouveaux métiers qui existent depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, qui sont les métiers de la conformité, de la gestion des risques, de la gestion du refinancement des banques, parce que la banque doit être une entreprise plus qu'une autre, mieux gardée, mieux protégée, parce que quand une banque dépose le bilan, c'est une catastrophe pour le système économique dans son ensemble. On l'a vu aux États-Unis, 2008, Lehman Brothers. Concrètement, vous qui avez un regard sur ce marché, comment on délivre, comment on accompagne les banques pour donner envie à des collaborateurs de pousser et de répondre à des annonces lorsque la banque recrute? Parce que c'est vrai qu'elles ont du mal. Alors, moi j'aimerais bien que les gens répondent aux annonces, en tout cas qu'ils répondent bien, mais vous avez aujourd'hui chez Robert Walters, alors pour la partie purement commerciale des conseillers bancaires, c'est surtout notre filiale Walters People qui s'en occupe. C'est ça. Mais on est obligé d'aller les chercher, les gens. Ils ne répondent plus à des annonces, surtout les jeunes. Il faut les appeler, il faut les trouver à travers... déjà, on a une base de données qui est assez étoffée, mais aussi par les réseaux sociaux. LinkedIn est un très bon outil pour ça. Et leur donner effectivement envie. Alors, nous, on recrute essentiellement des gens qui viennent d'une banque pour aller dans un autre établissement, parce qu'il y a un besoin. Donc, ils connaissent déjà le métier, ils connaissent le secteur. Et c'est vrai qu'on a un marché de l'emploi qui est très tendu sur les fonctions commerciales depuis la fin du deuxième confinement, parce que les banques, et ça se comprend, n'avaient pas recruté pendant les années, on va dire, 2020, 2021, de personnes en front office, en relation avec la clientèle. Bien sûr. Et elles ont dû effectivement se rattraper. Donc c'est l'offre et la demande. Les candidats, les collaborateurs sont sensibles à ça. Vous évoquiez la conformité, qui sont un peu les métiers de l'ombre, mais qui sont liés à la réglementation lourde imposée aux banques. Mais les agences, celles qui restent, les gens se plaignent même de la relation clientèle. Il y a une forme de souffrance au travail aussi. Tout à fait. Alors, la relation clientèle s'est un peu dégradée avec la création de call centers, si vous voulez, aujourd'hui. Alors, c'est à double tranchant, parce que le client, on en a marre d'avoir de plus pouvoir joindre son conseiller en agence. Depuis 3-4 ans, c'est l'horreur. On l'a tous vécu. Bon, on l'a tous vécu, mais en tant que client, c'est vrai que c'est toujours pénible, parce que quand on appelle sa banque, soit pour un besoin de financement ou autre, ou soit lorsqu'il y a un problème. Donc, c'est toujours un petit peu anxiogène de ne pas avoir son conseiller. Et en même temps, j'ai envie de dire parallèlement, le conseiller, lui, perd en qualité relationnelle. Il y a trop de monde à gérer. Voilà. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le métier de conseiller bancaire, la personne qui a un portefeuille client qui souvent dépasse les 1000 clients, vous imaginez, c'est énorme, il ne trouve plus forcément son compte, il y a une forte pression commerciale, il y a un peu de dégradation des conditions et une perte de la relation au profit peut-être un peu du mass market, de vendre des produits qui sont sophistiqués. Et qui épuisent le client. Merci Frédéric Hatsadourian d'être venu nous éclairer sur une situation, une photographie de la situation des banques et assurances qui peinent aujourd'hui à recruter. Et c'est vous d'ailleurs qui allez sourcer tous ces futurs collaborateurs qui seront dans vos agences, parce qu'on a tous une banque, c'est obligatoire. Manager de la division banque assurance chez Robert Walters. Merci à vous Frédéric. Merci Arnaud. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour vos messages évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Théo pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son aujourd'hui et merci à Nicolas Juchat évidemment que je remercie, et merci à Marie pour l'accueil invité. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à Smart Job chaque jour. Je vous dis à demain. Bye bye.